Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. C'est son nom qui est sorti en premier. Le 25 janvier, elle devenait la première athlète française sélectionnée en voile pour les JO de Paris. Et comme si les planètes avaient décidé de joliment s'aligner, un mois plus tard, elle accrochait la médaille de bronze autour de son cou au championnat d'Europe d'I-Classis à Athènes. Et pour elle, tout ça, c'est une première à 26 ans. La concurrence était rude pour Paris 2024. Pernelle Michon, Marie Baruet faisaient parler d'elle ces derniers mois. Mais son envie à elle était décuplée après avoir loupé la qualification pour Pékin. Ça vient sans doute au bon moment. Même si c'est vrai, elle y pense depuis 10 ans, depuis ces Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014, auxquels elle avait participé et qui furent un déclic. Elle nous racontera. En parallèle, elle qui est licenciée au Yacht Club de Mandelieu, a aussi fini major de sa promo pendant son DUT en génie mécanique et productique et étudie à l'INSA de Lyon. L'organisation, l'ultra-exigence, elle sait. Et puis elle le dit, elle n'aime pas quand c'est facile. Chez elle, la volonté d'y arriver est farouche, que ce soit dans le chemin qu'elle s'est tracé comme ingénieure ou dans sa quête de la médaille qu'elle veut aller chercher à Marseille cet été. Et elle a déjà posé les jalons. Louise Cervera est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Louise, tout va bien ? Bonjour, tout va bien, merci. Est-ce que tu es encore dans l'euphorie de ces championnats d'Europe qui se sont terminés il n'y a pas si longtemps que ça ? Je suis encore dans l'euphorie, mais aussi dans la perspective de dire qu'est-ce qu'on met en place dans les prochains mois pour avoir les meilleures cartes en main pour jouer une médaille à Marseille cet été. Donc à la fois je suis contente, on profite avec les amis, avec la famille, les sponsors, mais il y a un petit peu dans la tête qu'est-ce qu'on fait parce que maintenant on l'a touché du doigt et on va aller plus loin. Parce qu'en fait, quand on a une médaille comme ça au championnat d'Europe à 5 mois des Jeux, c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, c'est un peu ça l'idée ? C'est un peu ça l'idée. Je pense qu'on a envoyé un message à nos concurrentes pour leur dire, écoutez, il faut compter sur moi. On a réussi à le faire c'était mon premier podium sur un championnat d'Europe. Donc, ça donne des ailes et ça donne plus de motivation encore pour y croire. Et voilà, faut pas se reposer pour les 5 prochains mois. Faut y aller à fond, là. Tu dis que, évidemment, on y reviendra, mais tu dis que c'est, et on l'a souligné, que c'était ton premier podium sur un championnat d'Europe. Est-ce que le fait d'avoir su que tu étais sélectionnée pour les Jeux un mois plus tôt, ça a libéré quelque chose chez toi qui a fait que tu t'es peut-être exprimée pleinement sur ce championnat d'Europe ? Il y avait plus d'inhibition ? C'est vrai que je pense que ça a joué. J'avais un peu peur quand même avant le championnat d'Europe que un petit peu trop de relâchement justement après cette sélection me fasse un petit peu douter, de plus être focus vraiment sur cette compétition parce qu'il y avait les Jeux derrière et on est focus sur les Jeux Olympiques. Mais au final, c'est vrai que je suis arrivée au championnat d'Europe l'esprit plutôt reposé, dans le sens où j'avais plus à prouver sur les compètes que c'était moi qui méritais d'aller aux Jeux.
Donc j'ai fait ce que j'avais à faire et avec de la passion et sans filtre. J'avais pas de peur de quelque chose. Donc ça s'est déroulé de bout en bout, du premier jour jusqu'au dernier jour. Et j'ai fait une super medal race et ça voilà, c'est de bon augure pour les Jeux, donc c'est top. Qu'est-ce qu'on vient chercher sur un championnat d'Europe à 5 mois des Jeux? Alors, je venais chercher de la confrontation et aussi savoir un petit peu où j'en étais par rapport aux autres au niveau tactique, stratégie. C'est un petit peu le point qu'on veut bosser avec mon entraîneur. Et ça nous a permis d'avoir une compète après le mondial pour encore voir les points, plutôt les détails qui nous manquaient pour les Jeux. Surtout qu'on a Palma derrière, on a la Coupe du monde, donc à Palma, la Coupe du monde ailleurs. Donc là, c'était vraiment une petite étape pour dire, bon, OK, on y va. On sait qu'on va pas être préparé à 100% parce que, bah, il y avait le mondial il y a un mois avant, il y a eu la sélection. C'était pas les conditions idéales. Mais bon, on a eu des conditions météorologiques plutôt avec du vent faible et ça a permis de vraiment bosser ce qu'on voulait faire. Et on ressort avec beaucoup de points positifs et quelques points encore à améliorer et à se focaliser sur Palma et hier pour les prochaines étapes. Tu as senti que tes concurrentes, elles te regardaient, avec un œil un peu différent? Alors ça, moi je suis un peu pote avec tout le monde, donc j'ai pas moi j'aime bien être, dire bonjour et rigoler avec tout le monde. Après sur l'eau par contre c'est la guerre et j'ai pas senti, qu'elles me regardaient différemment. Par contre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de félicitations et de gens qui m'ont dit, en anglais, «You deserve it», «Tu l'as mérité», voilà, c'est sûr que ça fait plaisir et je pense que dans leur tête aussi ça va dire, bah, ça va leur faire dire, ah OK, elle était peut-être tout le temps en medal race, elle était pas souvent sur les podiums, elle était top 4, top 5, mais pas tout le temps sur les podiums. Et là, elle a montré qu'elle pouvait le faire, donc ça va peut-être leur faire un petit quelque chose pour la première manche des Jeux qu'il faudra compter sur moi. Louise, j'ai une question, rituelle qui est la suivante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi à brûle pour point? On n'est pas beaucoup. Hem, Moi, ce que je dirais, c'est j'ai eu la chance de faire du laser 4.7 avec les garçons et je trouvais que c'était quelque chose qui était vraiment un plus par rapport à maintenant où ça a changé parce que j'ai pu me confronter à eux et ça, c'était vraiment top, dans le sens où, bah, on était sur le même pied d'égalité. Si on voulait une médaille, bah, il fallait faire avec les garçons et je trouvais que c'est vraiment top, le partage qu'il y avait entre nous, à cette époque-là. Mais c'est vrai que nous, en laser, on n'est pas beaucoup de filles. Mais les jeunes arrivent et je suis vraiment super contente de les voir à Marseille s'entraîner. On va essayer d'ailleurs de passer un peu de temps avec elles pour essayer de partager parce que moi, je sais qu'en tant que petite fille, quand je voyais les grands, je voulais naviguer avec elles, je voulais faire comme elles. Donc voilà, moi, je pense que la place de la femme dans la voile, ça continue à avancer dans le bon sens. Tu dis, quand j'étais petite fille, je voyais les grandes. C'était qui les grandes que tu regardais ou que tu as pu, admirer? Bah, alors moi, j'avais Samantha Davis, dans le Vendée Globe. Waouh, c'était, je me disais: «Waouh!» J'étais un petit peu comme, je voulais faire comme elle. Après, j'ai eu, Mathilde Kerangat avec Marie Boulot, voilà, qui ont un petit peu tracé la route, quand j'ai commencé à faire du laser vraiment. Hem, c'est elle qui Mes premiers pas en équipe de France, je les ai faits, avec elle et c'est vrai qu'elles avaient quand même, elles étaient plus âgées que moi et elles m'ont montré un peu le chemin à suivre, pour en arriver là, quoi. Donc c'était un petit peu mes mentors à cette époque-là. Il y avait cet esprit de alors je c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais il y avait cet esprit de sororité dans l'équipe, «Tu une petite, je te prends sous mon aile». Il y avait pas, «Tu une petite, tu me fais peur». Non, à cette époque-là, il y avait pas ça. Après, c'est vrai qu'on était un gros groupe, donc ça s'est pas mal éclaté au fur et à mesure des années, mais il y avait pas c'était vraiment en bonne entente, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Marie Boulot quand elle s'est sélectionnée aux Jeux. J'étais sa partenaire d'entraînement. Ça a été une grosse étape de ma vie, je pense, en termes de connaissance de soi, partage avec Marie, c'était vraiment une super aventure et après ça, je suis ressortie plus grande, de ces 6 mois de préparation, pour Marie parce qu'en fait, j'ai vécu les Jeux comme si j'y étais avec, au travers elle, en fait et on avait fait une super préparation pendant 6 mois, pendant qu'il y a eu le Covid au final, mais c'était vraiment top. Surtout que c'est une fille en or qui partage énormément et d'ailleurs, on est toujours amis. Elle a un petit garçon qui vient d'arriver et c'est juste génial de partager des moments comme ça. Tu as appris quoi sur toi pendant ces 6 mois?
qui sont effectivement 6 mois de partage, 6 mois un peu dans l'ombre quand même, parce que c'est pas toi qui préparais les jeux. Dans l'ombre, mais j'aimais bien, j'aimais vraiment le rôle de dire, bah, il faut que j'aide Marie, que je la mette un peu dans la merde dans l'entraînement pour qu'elle, en fait, elle redouble d'efforts pour, être plus forte. Donc j'ai vraiment adoré faire, jouer ce rôle-là. Après Marie, c'est une personne qui va jamais se mettre en avant, en fait. Donc, on a toujours fait tout ensemble comme si au final, moi aussi j'allais au jeu avec elle et elle m'a jamais, mis, derrière elle ou voilà, j'avais accès à tout ce qu'elle avait accès. Des fois, si elle avait des rendez-vous avec des personnes, j'étais tout le temps avec elle. Elle m'a vraiment amenée et donc j'ai vraiment découvert ce que c'était la préparation un peu des jeux. Et je pense que j'en ai grandi par rapport à la rigueur, à l'investissement, comment il fallait programmer, vraiment un petit peu sur la globalité des petits détails, mais ça a fait que j'ai vraiment continué à avancer dans le bon sens. Et après, en fait, ces 6 mois, les filles aux Jeux Olympiques ont pris une petite pause. Moi, j'ai continué à m'entraîner, bien sûr, parce que bah, j'étais pas qualifiée. Et le retard que j'ai eu sur cette préparation olympique, grâce à ces 6 mois avec Marie, bah, elle s'est de suite rapetissie et j'ai pu enchaîner pour moi la préparation de Paris beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement. Une excellente répétition quoi pour, ce qui t'attend dans Exactement, quelques mois. exactement. Louise, ça commence comment ton histoire d'amour avec la voile, avec la mer? Alors oui, évidemment, on l'a dit, hein, le yacht club de Mandelieu, ça commence à 6 ans, évidemment en Méditerranée. Ça vient d'où? Alors, mes parents passaient beaucoup de temps l'été, au club pour, donc au début, j'étais à Cannes et ils passaient beaucoup de temps au club avec leurs amis et ils m'ont inscrit à un stage parce que j'ai demandé à faire de la voile et c'était au moins ils se débarrassaient de moi, c'était plus facile quand j'avais 6 ans. Donc j'ai fait une première semaine de stage et après j'ai vraiment accroché à ça. Moi, je me souviens de mes premiers jours, sur l'eau et j'ai fait la deuxième semaine, donc j'ai demandé la troisième semaine et après, on m'a dit: «Bah, il y a l'école, pré-compétition, en septembre». Donc ça, c'était en juillet. J'ai dit: «Mais oui, je veux faire ça, en pré-compétition» et c'est parti en septembre. Ils m'ont inscrit à la voile, en pré-compétition et très rapidement, c'est moi qui ai demandé à faire ma première compète, parce que les jeunes du club préparaient leurs optimistes sur une remorque et moi, je suis allée les voir en disant: «Mais vous faites quoi?» et ils ont dit: «On part à Bandol en régate» et moi, j'ai dit: «Mais je veux venir avec vous» et là, Yves l'entraîneur a dit: «C'est parti, il faut que tu demandes à tes parents», mais d'un air un peu: «Mais pourquoi elle nous demande?» Et moi, donc j'ai demandé à mes parents: «Mais il faut que tu achètes ci, il faut que tu achètes ça». «OK, OK, c'est bon, demain on sera prêt. Et c'est parti comme ça, ma première compète, à Bandol et ça s'est jamais arrêté. Mais tu étais toute petite? Ah, j'avais 6 ans et demi. C'était, vraiment c'est moi qui ai demandé. Je me souviens vraiment des moments où j'avais vraiment envie de le faire. Ils m'ont jamais forcé en fait à faire ça. Je pense que la voile clairement c'est une passion, c'est vraiment en moi, c'est quelque chose, qui est vraiment ancré et en plus de ça, je pense qu'à ce moment-là, j'ai découvert la compétition qui est aussi quelque chose qui me passionne, le fait de cette adrénaline, ces émotions, ce stress, de dépassement de soi, des adversaires, c'est aussi quelque chose qui est vraiment fort pour moi. Et j'ai trouvé ce jour-là 2 choses de ma vie qui se sont rencontrées et qui pouvaient faire corps, en fait, une compétition de voile. Et ouais, je suis partie à 6 ans et demi et puis après on a enchaîné. J'ai fait ma première compétition, la CIP, ça s'appelait en optimiste, en avril à Hyères. Non, c'était à la Londe même précisément, avec mon premier téléphone ou avec les touches. J'avais 7 ans et voilà, ça s'est jamais arrêté, de naviguer, de faire des compètes, quoi. C'est vraiment ma vie, Mais ça vient d'où? Tu es d'une famille très nombreuse où il fallait se battre, pour avoir, les brioches le matin au petit-déj, donc la non, compète, c'était inné? non, même pas, vraiment, il y avait pas du tout il y avait pas du tout de ça chez moi. J'ai juste une sœur en plus, il y avait pas de rivalité, il y a pas de compétition. Mais je pense que je voyais mon père, qui se bataillait avec, une grande entreprise qu'il avait de poissons et peut-être que le fait qu'il se lève tôt, qu'il travaille beaucoup, qu'il doive se batailler parce que c'était lui le gérant, peut-être que ça vient de là. Ça, je sais vraiment pas, exactement, pourquoi, mais je sais que j'aime pas perdre. Ça, c'est clair, dans tous les jeux de tous les jours, j'aime pas perdre. J'ai fait du judo, du tennis, j'ai fait pas mal de sports. Mais après, la voile reste, voilà, on est dans la nature, c'est l'aventure à chaque fois. Quand il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a du vent, il y a de la pluie. C'est vraiment de l'aventure quotidien sur le bateau. Et c'est ce qui a fait que j'ai continué dans ce sport-là et pas dans le tennis, par exemple. Une semaine sans voile, c'est terrible alors?
Franchement, oui. Déjà une semaine sans voir la mer, c'est compliqué. Ça, c'est presque impossible. Mais, une semaine sans voile, c'est quand même pas simple, ouais. À partir de quand tu comprends que ça va être plus que, je mets des guillemets à petites, hein, compètes comme ça, de temps en temps, que ça va devenir un réel objectif? Alors je pense que ça vient de mon premier entraîneur en laser, Pierre Guiguen, qui était, à Cannes. J'ai commencé à faire des compétitions donc en 4.7 et vite il m'a dit: «Mais il faut qu'on s'entraîne plus, il faut que tu viennes plus souvent». On a commencé à s'entraîner plus et donc par rapport à la concurrence, française, on était quand même en avance par rapport à ça. Donc j'ai commencé à gagner pas mal de compétitions, en France et qui m'a ouvert les portes à l'international, très rapidement et je pense qu'à partir de ce moment-là, à la fois du professionnalisme de mon entraîneur, de l'époque et ce que j'étais en train de construire, j'ai senti que là, j'avais envie d'aller plus loin. J'ai commencé à avoir des accès sur les stages avec, justement Mathilde, Marie, et cetera et là, je me suis dit: «J'ai envie de faire ça». Je me suis présentée au pôle espoir, pour le lycée à Antibes. On a continué et une fois que j'ai participé aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2014, je me suis dit: «OK, c'était cool pour les jeunes, mais maintenant je veux faire ceux des grands, avec une dimension encore plus grande». Donc c'est vrai que c'est arrivé assez tôt peut-être, mais par contre, les échelons, ils ont été gravis, vraiment, sans forcer. Voilà, on s'est entraîné, on a gagné des compètes, on en a perdu, j'en ai perdu beaucoup. Hem, mais en tout cas, je me suis construit au fur et à mesure, sans pression et sans attente de qui que ce soit. C'était vraiment moi qui mettais, mes envies et mes objectifs, sur ça, quoi. Mais toujours avec les cours à côté, ça c'était important aussi. Tu dis, des compètes, j'en ai perdu beaucoup, tu vis comment toi la déception de alors, pas forcément d'un échec, mais en tout cas de quelque chose pas forcément accompli comme ce que tu aurais, souhaité? Bah, je le vis clairement comme un échec, j'ai pas peur de le dire. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je travaille avec une préparatrice mentale qui, du coup, m'a aidée à accepter, en fait, les erreurs. C'est vrai que toutes les compétitions que j'ai faites et j'en ai fait beaucoup, j'ai fait des erreurs et j'ai perdu des podiums, mais des erreurs, en fait, pour moi, si j'ai donné un peu le meilleur de moi-même, que j'ai fait des petites erreurs, c'est pas quelque chose qui va me prendre la tête et je vais y penser tous les soirs. Par contre, des compétitions où j'ai pu, par exemple, griller des départs alors que c'était vraiment mais il y avait pas besoin de le faire, où j'ai pris des risques pour rien, où j'ai fait des erreurs, en fait, qui sont énormes, que j'aurais pu faire quand j'étais au début de ma carrière, mais pas maintenant et je les fais encore, hein, il y a clairement, voilà. Ça, c'est dur à accepter parce que je sais que j'ai perdu gros. J'ai pris beaucoup trop de risques à ce moment-là et c'est vraiment dur à accepter ces moments-là. Je pense que maintenant, ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il y a des moments, quand je fais rien et que des fois je vais m'endormir, je pense des fois à des compètes même que j'ai fait en optimiste en disant: «Mais pourquoi tu as fait ça?» C'est voilà, un petit peu le côté rageant et c'est de l'émotion qui revient, mais après c'est ce qui aide aussi à aller plus loin et se construire. Mais c'est vrai que j'en ai loupé beaucoup, par, sûrement, le stress qui les émotions qui montaient en moi et que j'ai pas réussi à contrôler, quoi. Et ta préparatrice, ou ton préparateur mental t'aide à quoi en particulier? C'est quoi les alors on va pas tous les dire, hein, les points faibles de Luis Cervera juste avant les Jeux, on va surtout Non, pas en non, faut parler, les garder. surtout pas. Mais, est-ce que tu peux nous dire un peu justement ce sur quoi c'est important pour toi de travailler? Donc moi, c'est une préparatrice mentale, c'est Ingrid, Petitjean qui a fait beaucoup de voile olympique Bah, bien aussi, sûr, oui, oui, voilà, bien sûr. très connue. Donc elle m'a beaucoup aidée donc depuis ça fait 7 ans maintenant, je crois qu'on travaille ensemble. Justement, on était en coupe du monde hier et là, j'ai fait une journée catastrophique avec, des actions et des réactions qui étaient, mais pas du tout appropriées à la journée. Donc ça m'a vite énervée et en rentrant, en fait, j'ai demandé de l'aide. Il faut que j'appelle quelqu'un, j'en ai marre que ça continue tout le temps à être la même chose. Donc je l'ai appelée et on a eu, notre premier rendez-vous, dans la foulée à Marseille et ce qu'elle m'apporte beaucoup, c'est surtout de la gestion des émotions. Que ça soit positif ou des émotions qui soient plutôt, néfastes à ma situation, actuelle, par exemple. Donc elle m'aide beaucoup à ça. Ça va vraiment il y a un panel de choses à voir, hein, mais ça peut passer par de la relaxation, des routines, en fait, qu'on met en place maintenant depuis quelques années pour ça et par rapport aussi, aux attentes et aux objectifs. Je pense que tant que j'avais pas posé sur un papier, c'était quoi j'avais des rêves, mais c'était quoi mes objectifs vraiment, réels et que je pouvais écrire, les émotions pouvaient être plus grandes, en fait. Oui, je rêvais d'aller faire une médaille aux Jeux,
mais rêver, c'est bien, mais il y avait vraiment l'objectif derrière et peut-être que donc j'avais trop d'attentes par rapport à ça et j'espérais trop par rapport à ça, quoi. Donc on a bien bossé. Est-ce qu'on peut revenir sur ce déclic? Je crois que c'en est un, ces jeux olympiques de la jeunesse en 2014. Tu nous racontes, ce moment-là? Tu es sélectionnée pour, ces jeux olympiques de la jeunesse. Ça va nourrir d'autres choses chez toi, j'imagine? Ouais, franchement, il y avait une sélection aussi sur un championnat du monde qui avait lieu au lac de Garde. Le lieu en plus où j'ai rencontré mon entraîneur actuel, Fabrizio Lazzarini, donc c'est vraiment la boucle est bouclée. C'était vraiment une super compète au lac de Garde en plus. J'ai gagné la sélection et c'est vrai que quand j'ai réalisé qu'on allait aux Jeux olympiques de la jeunesse, je me suis dit, «Ça va être une super aventure» et j'ai vraiment découvert la dimension, équipe de France, team, le partage de tous les sports. Et là, je me suis dit, j'ai été là, par exemple, c'est aussi un événement où j'ai été pris par les émotions en disant, mais c'est grandiose, on n'avait pas l'habitude, les médias, on était avec on était une centaine en équipe de France, du coup, de la jeunesse. Et c'est vrai que c'était compliqué d'être vraiment focus sur la régate, tellement c'était grand. Tu avais 16 Et ans à l'époque? j'avais 16 ans à Ouais, l'époque, c'est ouais. jeune, hein, quand Et même. c'était ma plus grande compétition internationale où j'avais pu participer. Et c'est vrai que ce qui est top, c'est que mes concurrentes étrangères qui étaient là-bas, c'est les concurrentes étrangères actuelles avec qui je me bats. La championne d'Europe la semaine dernière était justement à Nanjing aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc ça, c'était vraiment top. Et c'est vrai que de voir l'engouement autour de ça, les anneaux des Jeux, je me suis dit waouh, c'est quelque chose quand même c'est tous les 4 ans, c'est quelque chose quand même de grandiose. Et je veux vraiment essayer d'aller faire les vrais pour les grands. Donc, quand on dit que ça fait 10 ans que tu y penses, au jeu, c'est pas faux, quoi. C'est pas Non, c'est pas galvaudé. c'est vraiment c'est franchement, c'est quelque chose qui m'a animée pendant, je savais que Tokyo, ça allait être, assez court en termes d'expérience et de volume et de oui, j'étais encore assez jeune, j'avais pas eu le temps de vraiment construire, on va dire ma carrière et mon expertise, sur le laser. Maintenant, quand j'y pense, je me dis que c'était juste une étape, que Tokyo, voilà, c'était une étape pour se construire et que en ligne de mire, j'avais Paris dans tous les cas dans ma tête. Alors tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu l'as dit, subrepticement, mais on a entendu, il y avait la voile à fond, évidemment, mais il y avait aussi les études. C'était très important, de continuer donc beh, j'imagine ton cerveau, il y avait un bout, complètement en voile et un bout, études. C'était quoi les envies, les objectifs dans ce domaine-là? Depuis tout petite, je voulais faire, une école d'ingénieur. Alors pourquoi? Ça, je sais pas, mais je voulais être ingénieure. C'était la voilà, je veux. Et j'avais entendu parler de l'INSA de Lyon qui aidait du coup les sportifs de haut niveau pour, arriver à faire un double projet de très haut niveau pour moi. J'ai vu François Gabard qui a réussi à faire une école d'ingénieur et après designer son bateau, le construire et puis aller le naviguer dessus pour faire le Vendée Globe. Et là, je me suis dit: «J'aimerais bien faire pareil, ça a l'air cool». Donc j'ai décidé de partir sur cette voie-là, mais en ayant fait un DUT et pas une prépa intégrée, parce que je voulais vraiment, pouvoir rester dans le sud et continuer à m'entraîner pendant 2 ans. Donc j'ai pris la décision de faire un DUT un petit peu plus restreint sur 2 ans et pas sur 3 ans, la prépa intégrée, pour après intégrer, l'INSA, de Lyon. Et c'est vrai que moi, j'aime bien fonctionner pas une case de mon cerveau pour la voile et une case de cerveau pour l'école. C'était vraiment des blocs. Donc, par exemple, je pouvais retourner une semaine en cours et c'était vraiment les cours à fond pendant 24 heures sur 24 et jusqu'à ce que je redescende pour m'entraîner. Et ça a vraiment bien marché comme ça en essayant d'aménager au fur et à mesure des périodes en fonction de la voile, bien sûr. Je calais mes cours et j'ai essayé de, par exemple, faire un peu plus de cours 3 ans avant les Jeux et un peu moins 2 ans avant les Jeux et presque plus 1 an avant les Jeux. Et maintenant, je suis qualifiée. On a repoussé ma dernière année en septembre 2024 au lieu de la commencer maintenant. J'ai une bonne excuse. Ils m'ont, ils m'ont dit que c'était pas un souci. Ça demande quoi en termes d'organisation, tout ça, de rigueur? Hein, parce que j'imagine que c'est ce qu'il faut principalement, la rigueur, au-delà de la passion, évidemment? La rigueur et l'organisation, c'est vrai que c'est quelque chose. Si on est organisé, vraiment, bien sûr, des fois, on a un peu moins la motivation d'aller s'entraîner ou d'aller plutôt travailler et de pas aller s'entraîner justement avec les copains. L'organisation, ça passe aussi par, l'aide de l'école. Ils m'ont donné l'accès, par exemple, à des tuteurs. Donc je pouvais avoir des cours en visio quand j'étais à l'étranger, pendant mes stages
un peu à toute heure, j'avais une prof dédiée pour moi et on pouvait organiser dans la semaine en disant: «Bah, là, j'ai pas voile entre midi et 14h, est-ce qu'on peut faire un cours? Là, il y a pas de vent, est-ce que tu es disponible?» Et grâce à ça, j'ai pu passer des heures et des heures à l'étranger, justement, par exemple, à Villamoura au Portugal, tout en ayant, un contact, permanent avec l'école et en Formidable. pour les partiels et en fait, sans ça, c'est impossible de le faire clairement, moi, j'aurais pas pu, partir autant, tout en gardant un pied dans l'école. Donc c'est vrai que le lien avec ces tuteurs qu'il y a, entre les profs et moi, c'était vraiment un plus et qui m'a permis d'avoir en plus des super notes, grâce à ça parce qu'on était à l'essentiel, j'étais toute seule avec elle, on bossait vraiment à fond pendant 2 heures. Moi, je rebossais le soir et puis après j'avais l'entraînement. Dès que c'était vraiment, l'organisation parfaite que je pouvais avoir. Bien sûr, l'école, voilà, a aidé beaucoup avec ça et moi après, j'ai gardé quand même un planning, qui me permettait de des fois, je loupais un entraînement pour, essayer de voilà, de pas perdre au niveau scolaire, de pas prendre de retard et quand j'approchais des partiels, bah, j'essayais de faire un peu moins de voile pour, me focaliser sur ça et les passer rapidement. Ça dit quoi de ton caractère, Louise, d'arriver à mener tout ça de front? Bah, déjà, j'en suis fière parce que je suis vraiment une super école et la voile, c'est vraiment une passion, donc je suis fière de ce double projet, de haut niveau. Après, de mon caractère, c'est que je pense que je suis déterminée et quand je veux quelque chose, bah, j'y arrive par, tous les chemins. Je trouverai mon chemin à moi, mais en tout cas, j'arriverai et je pense que voilà, sur les 3 ans, l'école, m'a beaucoup écoutée sur, mes besoins et les envies que j'avais, pour préparer, les paris et ils ont été vraiment attentifs par rapport à ça et quand j'ai pu, par exemple, faire un semestre complet, comme un élève, normal, avec validé tous mes cours, ils ont dit, «Tu es sûre de toi? Tu le sens bien?» J'ai dit: «Oui, oui, je le sens, ça va le faire» et ils étaient voilà, ils m'ont posé pas mal de questions, mais moi j'ai dit: «Non, non, ça va le faire» pour, valider tout d'un coup. Donc j'ai fait vraiment un semestre à fond, mais ils auraient très bien pu, par exemple, pas m'écouter et me dire: «Non, faut pas faire comme ça». Mais ils ont vraiment été à l'écoute, de moi sur, toute ma période, de l'INSA, avec la voile, quoi. Donc Et alors tu veux faire quoi après, l'INSA, après les jeux? C'est quoi l'objectif là? D'aller alors construire ton bateau comme François Gabard pour aller, partir autour du monde? Bah, ça, c'est un petit truc que j'ai dans la tête quand même, mais j'aimerais bien continuer la voile olympique jusqu'à ce que je puisse. Clairement, pour 2028, c'est sûr que 99,9999, j'aimerais continuer. Peut-être aussi même 2032, sait-on jamais, si j'ai encore la forme et l'envie et la passion qui m'animent. C'est vrai que pour l'instant, le haut niveau me fait vibrer. Clairement, je me lève tous les matins avec le sourire et j'ai envie d'y aller à l'entraînement et le projet, et le rythme de sportif de haut niveau me plaît vraiment. Après les Jeux, c'est vrai que j'ai aussi envie de rester dans la compétition régate, plutôt sur, qui ressemble à l'olympisme. Donc c'est vrai que si je peux être plus sur l'America's Cup, pour l'instant, ça me ferait rêver. Mais après ça, j'aimerais bien travailler, bah, par exemple avec François Gabard à Merconcept. J'ai déjà Je sens que commencé. c'est un appel qui est lancé. François, Oui. si tu écoutes. Mais j'ai déjà commencé, j'ai pu le contacter sur Instagram, voilà et échanger un petit peu avec lui par rapport à tout ça et c'est vrai que, bah, c'est des projets qui sont quand même énormes et colossaux et c'est aussi quelque chose qui me fait envie de pouvoir, être dans une écurie pour moi qui ressemble à des écuries de Formule 1 en fait. C'est vraiment, voilà, il y a tout dans il faut de A à Z concevoir le bateau, le designer, faire des études, il faut le tester, il faut aller naviguer dessus pour comprendre. Voilà, c'est vraiment une passion, et de pouvoir toucher du projet en fait de A à Z et pas juste on te donne un bateau et tu dis juste tes ressentis. Non, là, tu es vraiment dedans, en dire bah là j'ai senti ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et tu comprends en fait tout le processus. Ça, c'est vraiment top aussi. Donc ça serait aussi un plan. J'aimerais bien avoir plusieurs vies en fait. Non, mais, tu en as une qui va être longue, donc il peut se C'est passer ça. plein de choses encore. Ouais, exactement. Louise, puisqu'on parlait, là des études et ce double projet à très haut niveau, que ce soit à l'INSA, Lyon ou bien sûr la prépa pour les Jeux, je lisais que, il y a eu le soutien de ta famille qui était, très important dans ce double projet-là. Elle a joué quel rôle? Sans eux, c'est impossible d'y arriver parce que vu qu'on fait 2 projets de très haut niveau, clairement, faut pas se mentir, on a besoin d'aide, permanent sur de la logistique, sur des détails en fait, du style: «Il faut amener un bateau là, mais moi si j'y vais, bah, je vais peut-être perdre 4 heures alors que si je reste à l'école, je peux bosser». Donc sans eux, c'est pas possible de pas avoir en fait leur soutien au quotidien. Mais c'est aussi un soutien, moral, c'est-à-dire qu'à l'INSA, c'est quand même dur. La voile, c'est encore plus dur
Et il y a des moments de doute, il y a des moments où bah, j'y arrive plus, des moments où j'ai plus la motivation parce que je trouve que je suis submergée par de travail et je trouve plus le chemin en tout cas pour arriver au bout de de mon de mon objectif. Et ces moments-là, ils sont, bah, si mes parents et ma famille ne sont pas là ou même mes amis, c'est très compliqué. Donc, je me souviens par exemple qu'on a eu des partiels en janvier en 2021 et je me suis dit mais stop, genre je vais pas y arriver, j'arrête. Je suis sortie du dernier partiel avec mes copains de l'INSA et j'ai dit bon bah voilà, ravi de vous avoir connu, moi c'est fini, de toute façon je vais avoir zéro à tous les partiels. Je rentre chez moi, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et en fait, j'étais un petit peu submergée par les émotions. J'avais bossé pendant des mois et l'impression de pas avoir réussi en fait au partiel, ce qui était faux. En fait, j'avais plutôt bien réussi, mais c'était le sentiment qui m'était voilà, j'ai et ma famille est arrivée à ce moment-là et j'ai vraiment pleuré parce que j'étais un petit peu à bout, fatiguée et sûrement j'avais pas navigué pendant 2 mois en plus, donc c'était un petit peu un manque et je me suis dit que j'arriverais pas à faire les 2 quoi. Donc voilà, sans eux, c'était les 3 dernières années auraient été très, très compliquées. Ils voient comment ce qui est en train de t'arriver? Quand je dis «ils», c'est tes parents, ta sœur en l'occurrence aussi? Je pense qu'ils sont super fiers et super contents. Ils vivent ce projet en fait, avec moi. Donc, j'ai toujours, à la fin de chaque journée de compétition, j'essaie toujours de les appeler pour leur dire comment ça s'est passé. On pas on mais sans en fait, sans pression, c'est juste, «J'ai fait de la merde, voilà. Ah bon, OK, super» et après on parle de la pluie et du beau temps ou «Ah aujourd'hui, j'ai fait une super manche» comme à l'européen, j'avais gagné une manche avec beaucoup d'avance. «Oh aujourd'hui, je les ai défoncés, je leur ai mis beaucoup d'avance et tout», donc ils rigolent, ils sont contents et puis après voilà, on vraiment sans pression et mais j'essaie de les impliquer au maximum, en fait, avec moi dans le projet parce que voilà, c'est ma sœur, je sais que c'était pas simple aussi pour elle parce que je suis souvent peut-être mis en avant par rapport à: «Ah bah oui, je vais faire les jeux olympiques», et cetera, mais elle le vit très bien, on a beaucoup de partage à la maison et voilà, c'est super pour ça. J'aimerais que tu nous décrives ce fameux jour où, quand on est athlète et qui plus est en voile, où on va le rappeler à nos auditeurs quand même qu'en voile, il y a 10 séries olympiques et qu'il n'y a qu'un athlète par série qui est sélectionné pour les Jeux olympiques. Ce fameux jour-là où on apprend que, eh ben, c'est bon, on va y aller aux Jeux olympiques et en plus, c'est les Jeux olympiques à la maison. Pour la voile, on rappelle que ça se disputera à Marseille, qui est quand même, une mer et un plan d'eau que j'imagine tu connais relativement bien. Heu, c'est comment ce jour-là? Est-ce que tu peux nous raconter ce jour-là? Je pense que c'est beaucoup d'émotions. Déjà, j'étais avec mon papa quand, ils me l'ont annoncé, donc il était en arrière-plan et donc après je lui ai fait un petit plus avec le doigt en lui disant: «C'est bon» et là et donc il sautait de partout, mais sans faire de bruit parce qu'il y avait toujours, le directeur des équipes au téléphone. Donc il a vraiment sauté de joie et là j'ai compris. Moi, je pense que sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé parce que j'ai estimé d'avoir fait des résultats, toute la saison qui me positionnaient dans une position favorable pour la sélection. Voilà, je suis pas passée loin d'un super mondial. J'ai quand même fait 4 à Palma, 8 ailleurs. Voilà, donc je me suis dit, en fait, j'aurai la chance sûrement d'être sélectionnée. On va voir comment ça se passe, mais j'ai fait mon travail et j'ai fait le maximum pour. Et c'est surtout en fait la réaction des gens, donc la réaction de mon père, après la réaction de ma mère et de ma sœur. Et après, en fait, je voulais vraiment appeler mon entraîneur, Fabri, pour lui dire, Fabri, on a réussi, on va aux Jeux Olympiques et tout. Et c'est à ces moments-là où bah, j'ai des frissons et j'ai envie de partager avec tout le monde, de sauter de partout. Et après, ça redescend vite parce que c'est qu'une étape en fait. Paris, la sélection est qu'une étape, comme on l'a dit et tu l'as très bien dit, c'est à Marseille, c'est la maison. Je connais très bien ce plan d'eau. J'ai passé beaucoup de régates en optimisme donc depuis que je suis toute petite. Et encore plus, là, on va passer encore plus de temps pour bien sûr le connaître sur la perfection. Mais ça donne, OK, la sélection, c'est top, mais maintenant, on va aller chercher la médaille d'or, à Paris, quoi. Il y a pas d'autre choix de se préparer pour, quoi. Ça ressemble à quoi, une préparation en ICLAS 6? Alors, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est vrai que pendant longtemps, c'était le laser et le laser radial pour, les femmes. Maintenant, c'est ICLAS 7 pour les hommes et ICLAS 6 pour les femmes. Hem, il est exigeant à quel point ce bateau-là? On sait, hein, souvent que ce sont des flottes, qui sont souvent les plus nombreuses. On pense à Jean-Baptiste Bernas qui est aussi un vrai fer de lance, hein, chez les hommes en laser. Hem
Ça ressemble à quoi l'exigence de ce bateau-là? Comment on se prépare, heu, pour ce bateau-là, pour les Jeux olympiques? Alors c'est vrai que moi, j'ai tout le temps le laser parce que Ilka, c'est un peu dur à prononcer et c'est pas très beau, je trouve, donc je dis Oui, en plus, moi, je dis ICLA. C'est vrai que j'ai tendance à inverser les lettres. Pardon, 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 je suis non, mais désolée. c'est Ilka, voilà, ICA, bon Ilka ILCA. 6. Bon JB, c'est une légende du Ilka 7, hein, ça on va pas on va pas se mentir. L'exigence, c'est vrai que ce bateau, il est à la fois, passionnant et à la fois vraiment dur dans le sens où il y a, comme tu l'as dit, il y a énormément de concurrence. C'est-à-dire que nous, sur un championnat du monde, en filles, on va être 120, on pourrait être encore plus, mais ils bloquent à 120 parce que sinon il y a trop de monde. Les garçons vont être 180. On va être 60 sur une ligne de départ. Une manche de 15, c'est très bien en fait. Et on peut faire toutes nos manches dans les 15 et être championne du monde. C'est vraiment hyper exigeant du point de vue où on n'avance pas très vite. Donc, pour faire la différence, c'est vraiment des détails. Et tout le monde a à peu près le même niveau en termes de, par exemple, technique. Mais il y en a une qui va peut-être avancer 0,03 nœuds plus vite. Et c'est ce qui va faire la différence, où elle va aller 100 mètres plus loin à droite et elle va faire la différence. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de notre bateau, je pense. C'est tout est possible. La championne du monde en Argentine, danoise, qui est super forte, elle fait que, entre guillemets, neuvième au championnat d'Europe. C'est que en fait, ça tourne et il y a beaucoup de leaders et ça, c'est aux petits détails à la fin qui va faire la différence. Et du coup, pour la préparation de ça, il faut s'appuyer sur pas mal d'experts. Moi, j'ai quasiment 8 personnes qui m'entourent au final Ah oui. dans mon équipe. Donc, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est grâce à ça qu'on arrive avec une base vraiment solide et sur laquelle je peux m'appuyer. Et ça part du médecin comme de l'entraîneur technique, du préparateur physique, de la préparatrice mentale. Et en fait, toutes ces bases-là doivent être solides pour pouvoir arriver sur une compétition comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde avec la meilleure version de soi et donc la meilleure moi, mais en tout cas mon équipe essaye de me mettre dans la meilleure version de moi-même sur, cette compétition et après bien évidemment au niveau des exigences, entraînement, c'est du quotidien avec, de l'entraînement physique, de l'entraînement, sur l'eau et en stage et bien sûr de l'entraînement mental, pareil sur des stages ou sur, des récup quoi. C'est au quotidien. Louise, comment est-ce que tu chasses le doute? Je pense que le première chose que je fais, c'est que je parle à mon entraîneur. Des fois quand je doute, je sais qu'il aime pas ça, mais en même temps il réagit bien. C'est-à-dire qu'il réagit dans le «je m'en foutisme». C'est-à-dire, je vais le voir et je dis: «Fabrice, je le sens pas, j'avance pas», voilà, j'essaie d'être un peu genre dépitée. C'est un petit peu ma façon de faire et là il va dire: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout, regarde» et en fait il me rattache à des points, factuels que je peux voir en fait sur l'eau qui marchent ou par exemple je peux être un peu plus meilleure qu'une concurrente et le doute va s'échapper directement. Mais c'est vrai que le moment où j'ai vraiment partagé mes doutes à mon entraîneur, c'est des moments qui m'ont vraiment aidé. C'est-à-dire que j'avais plus ces doutes-là en moi et je me sentais voilà peut-être pas au top niveau, mais en tout cas je savais que j'avais les cartes en main pour faire quelque chose. Tu es une athlète qui a besoin d'être rassurée? Je pense à des moments oui, clairement. Après, quand j'ai un objectif en tête et que je suis sûre de moi et que je me suis préparée Ouais, pour, on a bien jamais compris personne ça. pourra me voilà, jamais personne pourra me dire, que tu es nulle ou que ça marchera pas. Dans tous les cas, j'irai jusqu'au bout de mes efforts. Moi, j'y crois vraiment. Quand c'est en tout cas en moi, j'y crois et je sais que, ça pourra le faire. Après, il y a des petits moments, c'est vrai, où je me sens pas au top de ma forme. C'est ces petits moments-là de doute où je peux vite rentrer dans un cercle vicieux, négatif où, si je me sens pas, à 19 de ma forme, je vais râler sur ma speed et sur mes sensations et là, c'est vrai que j'ai besoin d'être rassurée. D'être, qualifiée pour, ces premiers Jeux olympiques à bientôt 26 ans, c'est, le bon moment? Je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que j'ai acquis de la maturité, j'ai acquis de l'expérience sur l'eau et réaliser mes premiers jeux à la maison avec, en France, pas loin de chez moi et à Marseille. Je pense que c'est le bon moment pour, à la fois pour aller chercher quelque chose, qui pourra être très beau à Paris et à la fois pour, me construire pour la suite, pour 2028 et peut-être plus loin. Tu penses, à quoi quand tu te dis que, il y a 20 ans, à 6 ans, tu allais voir les plus grands en disant: «Mais moi, je veux aller en compète, avec vous là», comme tu nous as raconté tout à l'heure et de se dire que peut-être ces gens-là, eux, ils vont te regarder là cet été,
Cet été aligné, sur les jeux olympiques, comment tu regardes ce parcours de mais déjà 20 ans en fait, c'est fou, hein, quand quand on y pense. C'est vrai que quand on y pense 20 ans, c'est fou. Après, quand je le regarde, en fait, je me retourne avec le sourire. C'est-à-dire que j'ai rencontré tellement de personnes, vraiment extraordinaires. Par exemple, le premier jour où j'ai dit: «Je veux aller faire une compète avec vous», mon entraîneur s'appelait Thibaut Gatti et encore aujourd'hui, en fait, on s'appelle tout le temps et on se raconte, voilà, dès qu'il y a une compète, je lui envoie un message, pour, lui dire, «Bah, c'est bon, on est qualifiés aux Jeux, là, j'ai fait 3e», c'est surtout quand je pense à ces 20 ans, je pense à, au partage et aux gens que j'ai rencontrés et ce que j'ai pu accomplir grâce à plein de personnes, en fait, des entraîneurs comme Vincent Talleux qui est sur Marseille, qui m'a entraîné sur, ma période de 4.7 sur des compétitions, mais j'ai fait mon premier titre de championne de France avec lui, devant les garçons et cette personne, elle m'a marquée parce que c'est grâce à lui que j'ai pu aussi gagner ce titre-là et j'ai toujours en contact avec lui et c'est vraiment, 20 ans, ça passe vite, mais au final, les personnes qui ont été dans ce projet pendant 20 ans, elles sont toujours là et ça, c'est vraiment fou, franchement. Est-ce que d'être une femme avec, tous ces beaux projets a été, à un moment ou un autre, handicapant? Non, jamais. Non, clairement, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir courir avec les garçons et de leur montrer que, bah, nous, on était plus fortes qu'eux à des moments. Donc j'ai justement gagné, pas mal de compètes devant eux en 4.7 et pas mal de compètes aussi en radial avec les garçons et je pense que j'ai eu aucun moment de ma carrière en disant, «Merde, parce que je suis une fille, ça a pas marché» ou «J'ai eu des bâtons dans les roues à cause de ça». Vraiment jamais et toutes les personnes qui ont concur les garçons en tout cas qui concouraient pardon, contre moi ou je concourais contre eux pardon, ça a été, des personnes qui m'ont aidée plutôt à me construire que plutôt m'ont mis des bâtons dans les roues donc voilà, vraiment aucun sur ça, rien à dire, Mmh. par rapport à la femme, dans mon sport. C'est quoi le message le plus sympa que tu as reçu, depuis que tu sais que tu es qualifiée pour les Jeux? Ouh là là, alors je pense que Ou j'ai le fait plus inattendu? ouais, j'ai fait un plateau TV, pour parler du coup de cette sélection et il m'avait fait une surprise avec 2 vidéos, donc une vidéo de ma sœur et mes parents et une vidéo de mon parrain et de mes cousins à 7 et là, j'avais, les larmes aux yeux, et je me maquille pas souvent mais j'avais du mascara. Du coup, il fallait vraiment pas que je pleure, sinon ça allait tout couler et là, je pense que c'était des messages vraiment forts, de voir en fait, dans leurs yeux et dans leurs paroles, heu leur soutien, leur fierté et comment en fait ils étaient heureux de ma sélection. Je pense que là, c'était vraiment touchant. À quel point on entre dans une autre dimension quand on obtient ce ticket-là et qu'on sait qu'il reste, 5 mois, avant l'échéance? Alors, je dirais pas que je rentre dans une autre dimension parce qu'au final, notre projet, il était construit pour, jusqu'aux Jeux. Donc il y a pas grand chose qui va changer, si ce n'est peut-être un peu plus de bien sûr de médias et de paroles autour de moi et de Bah, ce ça que je change ça vais faire. quand même. Ça change et c'est super, c'est une super opportunité de faire partager les choses et de voilà, de raconter, comment on en est arrivé là, de donner envie à la jeune génération, de faire des études, de faire du sport à côté, de faire de la voile, voilà, c'est moi, j'aime vraiment partager en fait, ce que j'ai vécu et mon projet en lui-même. Donc ça, c'est vrai que ça change un petit peu, mais sinon par contre le reste, je trouve vraiment pas que quelque chose ait changé en particulier et comme je l'ai dit, c'est une petite étape au final pour arriver à la finalité et à ma montagne en fait que je gravis depuis maintenant quelques années, quoi. Tu t'imagines, le premier matin? Tu l'as imaginé le premier matin? J'ai pas imaginé le premier matin, j'ai plutôt imaginé la medal race en me disant, D'accord. là, il faut aller en medal race et j'aimerais arriver en medal race avec, des points qui permettent de pouvoir jouer le podium et j'adore vraiment les medal race. C'est un format qui me plaît, on est que 10, quasiment tout est jouable, si les points sont serrés. J'aime vraiment ce moment où, bah, en fait, on joue sur une compète, sur une course, de 20 minutes. Donc j'ai pas vraiment pensé au matin parce que alors peut-être parce que je m'en rends pas compte encore.
et que je me rends pas compte de l'événement que ça va être. Mais c'est vrai que j'ai pas encore pensé à ça. Le fait que ce soit à la maison et donc dans un lieu et sur un plan d'eau que tu connais, que vous allez tous, l'équipe de France en tout cas, bien connaître, ça a un côté rassurant ou est-ce que ça rajoute une petite pression supplémentaire? Alors, s'il y a de la pression supplémentaire, je l'ai toujours pas. Peut-être que c'est pareil, c'est parce que je suis pas encore, j'ai pas encore réalisé à 100 qu'est-ce qu'on allait faire. Ou que Mais tu es dans ta routine finalement, que oui, tu je es dans pense que ton c'est surtout ça, objectif? exactement. Vu qu'on a vraiment construit un projet sur le long terme, moi, je suis toujours dans ma route en disant: «Bah, il y a mes stages, il y a mes entraînements, je sais ce qu'il faut que je travaille», et la finalité, c'est d'aller faire, moi, je l'appelle cette compétition, avec mon entraîneur pour pas parler justement des Jeux olympiques et qu'on en fasse un gros plat autour, et qu'on soit vraiment avec du stress pour ça. C'est Heu comme Voldemort dans Harry Potter, celui dont on ne prononce pas le nom quoi. D'accord. Exactement, c'est ça. Donc on prononce bien sûr, on le dit, mais c'est vrai que, on essaye de pas trop mettre l'accent sur ça, voilà, pour pas en faire, un événement, planétaire dans ma tête, quoi. Et comment je pense que ça va pas changer grand-chose si on est à la maison. Je dirais pas que ça va pas changer grand-chose parce que je pense que j'aurai plus de force, parce que je sais que j'aurai plus de soutien, mais que je sois à l'autre bout de la terre ou pas, je sais que les gens me soutiennent. Là, peut-être la différence, c'est qu'il y en a qui vont se déplacer, mais c'est pareil, je sais très bien qu'on sera dans un village olympique, que les personnes, on va pas pouvoir les voir comme on veut. Donc cette compète, pour moi, elle est un petit peu peut-être qu'elle est différente, mais en termes de sur l'eau, elle, pour moi, elle sera pareille qu'un championnat du monde ou qu'une autre compétition. La Méditerranée, c'est quoi cette mer-là? Elle est juste extraordinaire. Quand elle est pas trop polluée, parce que c'est vrai que ça s'est un peu changé par rapport à avant. Mais moi, mes plans d'eau préférés, c'est Palma, Hyères, la baie de Cannes, de Mandelieu, Marseille, tout ça. C'est juste, par exemple, Athènes, c'est pareil. En fait, la Méditerranée, je sais pas, mais il y a quand il y a ce clapot qui vient plutôt à Hyères, qui vient plutôt du sud, à Cannes, pareil. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est juste magique. La couleur et ce clapot quand on navigue, c'est juste waouh, waouh. Je vous conseille de venir naviguer en Méditerranée. Alors pour nos auditeurs qui ne te voient pas, moi j'ai la chance de pouvoir te voir. Il faut savoir que dès que j'ai prononcé ce mot de mer Méditerranée, qu'elle a commencé à raconter, il y a les yeux qui se sont mis à pétiller de partout, le sourire, éclatant, les mains qui se sont mises à bouger. On sent que c'est la maison quand même et c'est quand même pas mal d'aller disputer ses premiers jeux, Ouais, ça, c'est à la vrai. maison. C'est vrai que quoi qu'on fasse, à Hyères, à Marseille, à Palma ou chez moi, quand on va sur l'eau, c'est vrai que c'est vraiment similaire. Et même à Athènes, je me disais: «Bon, ça va peut-être être différent», mais en fait non, c'est vraiment, cette mer est la même, partout en fait quand le vent va se développer, et de se sentir à la maison et de sentir qu'on aime ça, ça donne un petit plus quand même de dire: «Bah, on la connaît, on sait comment un petit peu l'apprivoiser, comment faire avec». On a du bon feeling avec ça, c'est quand même un plus. Par exemple, moi, quand je vais en Hollande, et que je sors sur soit le lac de Medemblik, soit, quand je suis à Den Haag, je sens que c'est difficile pour moi parce que j'aime pas ça. C'est pas j'ai pas un bon feeling. Louise, toutes ces années, ces voyages, ce partage, ces projets, cette farouche envie d'aller, là où tu as décidé, d'aller, tu t'es construite comment en tant que femme? La femme que tu es, aujourd'hui là, elle est forte de quoi? Elle est forte de rencontres et de partage, ça c'est sûr. Je l'ai peut-être je me répète, je l'ai beaucoup dit, mais je pense que je me suis construite, et je me sens forte, aujourd'hui, grâce à toutes ces personnes, qui ont partagé quelque chose sur mon chemin, que ça soit mes entraîneurs, que ça soit mes amis, mais aussi, beaucoup d'étrangères, en fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des groupes étrangers. Là, pour l'instant, on a une team qui est top, et c'est un mélange de culture, un mélange de plein de choses, en fait. On est toutes différentes, mais à la fois, voilà, quand on apprend à connaître les gens et qui nous font partager, ce qu'ils sont eux, ça te construit, en fait. Et moi, je me sens forte aujourd'hui parce que je sens que je suis aimée autour de moi, que j'aime les personnes qui m'entourent,
et que les personnes elles croient en moi, que moi je crois en elles. Et en fait, avec tout ça, j'ai l'impression d'avoir une team, une base hyper solide. Et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, en fait, je me sens forte parce que dans quoi que soit le domaine de compétences ou je sais pas, de scolaire ou même de plein de choses, j'ai du soutien. Et c'est vraiment d'avoir des personnes comme ça qui ont fait que aujourd'hui j'ai confiance et je me sens voilà mature et fière d'être là où je suis aujourd'hui et passionnée par ce que je fais au quotidien. Merci Louise, on n'ira pas plus loin parce que c'était parfait comme, phrase de conclusion. Merci beaucoup d'avoir été, l'invitée de Navigante. Allez, un dernier petit mot quand même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les derniers mois là avant cette belle échéance de cette compétition dont on ne prononce pas le nom? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur ces derniers mois? De garder le sourire, et juste, d'avoir la forme pour pouvoir aller jouer, la plus belle des médailles sur Paris. Si j'ai le sourire et que tout va bien, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, ce sera une magnifique aventure. Merci beaucoup Louise Cervera d'avoir été, l'invitée de Navigante. C'était un très bon moment de discuter avec toi. On va plus regarder la mer Méditerranée pareil grâce à tes mots et bravo encore pour, le championnat d'Europe et puis bravo pour cette qualification et le meilleur est à venir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt.